Un Airbus A320 de la compagnie Germanwings traverse sans effort l'espace aérien du Budo FIR vers la capitale catalane Barcelone, en Espagne. Ce vol est le premier de 2 vols matinaux le 24 mars 2015 et jusqu'à présent, cette journée s'est déroulée comme n'importe quelle autre. Les 2 pilotes s'étaient réunis tôt le matin à Düsseldorf pour consulter les documents de vol. Et, à part quelques remarques mineures dans le carnet technique de l'avion, tous les documents et plans de vol semblaient parfaitement en ordre. La météo était excellente, avec seulement quelques nuages en altitude au-dessus de leur destination, sans aucune raison apparente de s'inquiéter. L'embarquement s'est déroulé sans accroc, l'équipage de cabine faisant comme toujours un travail remarquable. À 6 heures, un UTC, le vol Germanwings 5924, a décollé de la piste 2-3 gauche à Düsseldorf, montant vers le sud-ouest, direction Paris. Et cela a ensuite été suivi par le segment de croisière de l'équipage au niveau de vol 370, qui s'était jusqu'à présent également déroulé sans accroc. Mais maintenant, alors que l'avion approchait du point calculé de début de descente, le commandant de bord, âgé de 34 ans avec un peu moins de 6800 heures de vol au total, décida qu'il devait aller aux toilettes avant l'approche. À ce moment-là, il était commandant de bord sur le Airbus A320 depuis moins d'1 an, avec environ 259 heures d'expérience sur cet appareil. Mais il avait aussi l'habitude de le piloter en tant que copilote dans une autre compagnie aérienne. Avant de rejoindre l'Airbus A330 et l'A340 chez Lufthansa en 2010, il a ensuite obtenu sa qualification sur l'Airbus A320 chez Germanwings, filiale de Lufthansa. Toute cette expérience précédente lui avait appris qu'il valait mieux aller aux toilettes avant d'entamer la descente, parce que sauter cette étape signifiait presque toujours que vous finiriez en circuit d'attente au-dessus de la destination, en regrettant de ne pas y être allé plus tôt. Le commandant de bord était le pilote en fonction à ce moment-là, et il avait déjà terminé le briefing d'approche. Pour Barcelone, il pensait qu'il y aurait assez de temps. En plus de cela, son copilote de 27 ans, avec environ 920 heures de vol au total, semblait tout à fait capable de tenir la barre, même s'il devait commencer la descente un peu plus tôt pendant son absence. Le commandant de bord a donc maintenant remis les commandes à son copilote. Le copilote a appelé l'équipage de cabine pour les prévenir qu'il allait sortir. Il a ensuite vérifié le petit écran à sa gauche, qui était relié à des caméras extérieures afin de s'assurer que la voie était libre. On n'est jamais trop prudent. Une fois que tout cela a été fait, il a reculé son siège, s'est levé puis a quitté le cockpit, tout en s'assurant que la porte renforcée du cockpit se verrouillait correctement derrière lui, avec un déclic rassurant. Le copilote était maintenant seul dans le cockpit, jetant un coup d'œil vers les puissants Pyrénées, qui s'étendaient sur toute la partie inférieure de son pare-brise, jusqu'à la mer Méditerranée. Et au-delà se trouvaient Bagnoles, Gérone et Barcelone enveloppés dans la brume au loin. C'est un spectacle que j'ai vu des centaines de fois auparavant, donc je peux vraiment imaginer ce qu'il voyait dans mon esprit. Pendant que je raconte cela, le trajet prévu de Germanwings 9524 passait directement au-dessus de la maison où vivait ma famille à l'époque. Quoi qu'il en soit, environ 30 secondes après le départ du commandant de bord, à 7h20 et 29 secondes, le vol a été transféré sur la fréquence suivante de Bordeaux. Dès que le copilote les a contactés, il a reçu l'ordre de descendre au niveau de vol 350, soit 35 000 pieds. Il a accusé réception, réglé le niveau de vol 350 sur le panneau de l'autopilote, puis entamé la descente. Mais ensuite, soudainement, 20 secondes plus tard, l'altitude sélectionnée a été rapidement abaissée à seulement 100 pieds, ce qui est la valeur la plus basse pouvant être sélectionnée. Encore 3 secondes se sont écoulées avant que la valeur ne soit rapidement changée, d'abord à 49 000 pieds, la valeur la plus élevée possible, puis de nouveau abaissée à 35 000 pieds, où elle est restée. Encore une demi-minute s'est écoulée avant que le contrôleur aérien de Bordeaux ne les contacte à nouveau et ne demande au vol de descendre plus bas jusqu'au niveau de vol 210, ce que le copilote a correctement répété et également initialement réglé. Mais seulement 1 minute et 11 secondes plus tard, l'altitude sélectionnée est de nouveau descendue à 100 pieds. Elle resterait alors autour de cette valeur, fluctuant légèrement pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle soit finalement ramenée à l'altitude autorisée de 21 000 pieds. 7h24 et 13 secondes, 2 secondes avant que le commandant de bord n'entre le code pour accéder au cockpit.
4 minutes et demie s'étaient écoulées depuis son départ, et pendant ce temps, une lutte intérieure avait probablement eu lieu dans le cockpit. Une lutte où la raison avait finalement triomphé, mais de justesse, et un combat dont le commandant de bord, les passagers et l'équipage de cabine n'avaient évidemment aucune idée. Ceci était maintenant le début terrifiant d'une histoire que j'ai résisté à vous raconter pendant des années. Parce que je ne trouvais pas comment finir sur une note positive avec vous, mes spectateurs. Ou encore de prouver que l'industrie est devenue plus sûre et meilleure grâce à cela. Mais j'ai maintenant décidé de vous raconter cette histoire malgré tout, car je pense que même s'il y a eu quelques améliorations, il reste encore beaucoup à faire. Et nous aurons besoin de votre aide et surtout de votre compréhension. Pour y parvenir, il faut vous le faire voir pour que vous compreniez. L'homme qui combattait ses démons seul dans ce cockpit, il avait, comme je l'ai mentionné, 27 ans et travaillait pour Germanwings depuis 2011. Durant les 2 premières années et demie, il était membre d'équipage de cabine. Mais dès qu'il a commencé dans ce rôle, il était déjà titulaire d'une licence de pilote de ligne, attendant simplement sa chance d'entrer dans le cockpit, exactement comme moi. Il avait toujours rêvé de voler. Et pendant son adolescence, il avait tapissé sa chambre d'enfance de posters de Boeing et d'Airbus. Souvent aux couleurs de Lufthansa, dès qu'il a pu, il a commencé à piloter des planeurs, où il serait vite devenu très doué. Pendant ce temps, il réussissait à l'école et fut élu 3e élève le plus ordonné de la promotion 2008, ce qui est très allemand comme vote. Au fait, en 2008, il a ensuite postulé à l'Académie de pilotage de Lufthansa, qui est une académie partiellement autofinancée, avec une concurrence féroce. Environ 5% des candidats sont admis après des entretiens, des tests d'aptitude et des évaluations psychologiques. Et le copilote de cette histoire a fini par faire partie de ces 5% qui ont finalement été invités à rejoindre l'académie. Je voudrais m'arrêter et souligner un point. Le fait qu'il ait été sélectionné même après ce type de compétition prouve en réalité quelque chose que je pense être très important. Vous voyez, depuis les toutes premières vidéos que j'ai réalisées sur cette chaîne, j'ai toujours été un fervent défenseur de tests approfondis et équitables pour évaluer l'aptitude des pilotes. Il existe des traits de personnalité qui ne sont pas compatibles avec le métier de pilote. Et la seule chose plus triste que d'apprendre que vous ne pourrez pas obtenir un emploi de pilote lorsque vous postulez pour une formation de pilote, c'est d'entendre exactement la même chose après avoir dépensé environ 100 000 $ en formation. Mais dans le cas de ce copilote, ce n'était pas le cas. Il a réussi à passer une sélection très difficile, sans que personne ne détecte de traits de personnalité ou de faiblesse qui l'auraient rendu inapte au poste. Donc, pour tous ceux qui préconisent des contrôles d'entrée encore plus stricts, vous devriez probablement garder cela à l'esprit à l'avenir. Quoi qu'il en soit, recevoir la nouvelle qu'il avait acceptée a dû être l'un des jours les plus heureux de la vie de ce copilote. Je me souviens parfaitement de l'appel m'annonçant mon admission au programme de formation de pilote financé par le gouvernement suédois. Et ce sentiment, eh bien, il ne peut tout simplement pas être décrit avec des mots. Donc voilà, c'est dit et fait. En septembre 2008, le copilote a rejoint environ 200 autres candidats pour commencer la formation théorique de pilote de ligne. Il faut préciser que ce programme, bien que partiellement financé par Lufthansa, demandait tout de même aux candidats d'investir environ 60 000 €, soit 70 000 $ américains de leur propre poche pour y participer. Pour le copilote, il a financé cette somme avec un prêt et des économies probablement familiales, mais je n'ai pas les détails exacts à ce sujet. Quoi qu'il en soit, cela représente une somme importante, ce qui l'a fortement poussé à réussir cette formation. C'est quelque chose que je pense que beaucoup d'élèves pilotes reconnaîtront sans aucun doute. Maintenant, l'une des toutes premières choses à faire avant de commencer votre formation de pilote est de passer un examen médical initial qui se fait généralement dans un CAM, un centre aéromédical. Sur place, tout sera vérifié, de la vue au cœur et aux poumons. Et ce copilote a également passé tous ces tests sans aucun problème ni restriction. Mais les quelques mois suivants de formation théorique loin de chez lui se sont révélés très difficiles pour lui, selon un article du GQ,
la combinaison du manque de sa famille et de la pression irréaliste qu'il mettait sur ses propres performances a rapidement conduit le copilote à développer des symptômes physiques psychosomatiques, comme des acouphènes, par exemple, qui sont des bourdonnements aigus dans les oreilles, souvent associés à la dépression. Cela est devenu si grave qu'il a dû abandonner le cours et retourner chez ses parents. Dès le mois de novembre de la même année, et quelques mois plus tard, il a consulté un psychiatre qui lui a diagnostiqué un épisode dépressif profond, incluant des pensées suicidaires. Il lui a donc également prescrit 2 antidépresseurs puissants, le Ciprolex et la mirtazapine, ainsi qu'une psychothérapie intensive. À ce stade, l'histoire aurait pu finir. Mais croire cela signifierait que vous n'avez jamais connu la passion profonde et enracinée que représente réellement le dévouement à l'aviation. Un psychologue avec qui j'ai parlé m'a expliqué que, en particulier chez les garçons adolescents, cette passion est souvent déclenchée par un moment précis. Quand ils voient et entendent peut-être un avion atterrir ou participent à une expérience marquante, comme dans mon cas lorsque j'ai reçu la leçon d'essai pour mon 14e anniversaire. Et comme cela est souvent associé à des stimuli positifs dans de nombreuses parties du cerveau en même temps, cette passion s'enracine profondément dans la psyché de la personne et il devient donc presque impossible de s'en débarrasser. Ceux d'entre nous qui en sont affectés appellent cela être piqué par le virus, et je peux témoigner de sa puissance presque irréelle. Ainsi, même si son certificat médical de classe 1 initial lui a été retiré pendant cette période de maladie mentale, abandonner ne faisait probablement pas partie de son vocabulaire. Au lieu de cela, il a continué à lutter contre sa dépression, et au fil des mois qui ont suivi, son psychiatre a également constaté des progrès réguliers. 6 mois après le début du traitement, il a écrit une lettre aux autorités aéronautiques allemandes. Le copilote étant entièrement rétabli, il était autorisé à reprendre sa formation. Mais évidemment, les choses n'étaient pas aussi simples. Tout d'abord, il existe des règles strictes concernant la durée pendant laquelle une personne ayant pris des médicaments psychiatriques doit avoir arrêté son traitement avant d'être autorisée à reprendre toute activité de vol. C'est parce que le cerveau met du temps à se réadapter après certains médicaments. Durant cette période, la personne peut encore avoir des symptômes et ne devrait donc pas piloter. Donc, lorsque le copilote a demandé le renouvellement de son certificat médical de classe 1 à la date d'expiration d'1 an, il a d'abord eu un refus. Et ici, je vais aborder l'un des plus gros problèmes que j'ai avec toute cette histoire. Vous voyez, les autorités aéronautiques allemandes ont finalement rendu son certificat médical au copilote, comme elles auraient dû le faire. Mais ils ont ensuite également ajouté une note sur ce certificat indiquant les conditions particulières ou restrictions de la dérogation 091-09 révision REV. Est-ce qu'un médecin verrait s'y consultait? Ces restrictions particulières stipulaient que toute rechute dans la dépression rendrait le certificat médical définitivement invalide et mettrait donc fin à sa carrière. Maintenant, à première vue, et surtout compte tenu de ce qui s'est finalement passé, cela semblait être une restriction assez logique, n'est-ce pas? Eh bien, si vous prenez un peu de temps pour réfléchir, vous constaterez rapidement que cette logique commence à vaciller. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Imaginez être dans une situation où vous avez travaillé toute votre vie pour atteindre un objectif unique et que vous avez finalement réussi à l'atteindre. Pour y arriver, vous y avez mis tout votre cœur, votre âme et une grande partie de l'argent familial. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous imaginer faire autre chose. Mais ensuite, vous attrapez une épicondylite, ou autre chose que personne ne peut voir de l'extérieur. Si un médecin pose le diagnostic, cela vous empêchera de poursuivre ce que vous aimez. Mais vous restez une personne respectable et bonne. Alors vous le signalez quand même et vous êtes mis en congé jusqu'à ce que vous ayez réglé le problème, ce que vous finissez par faire. Mais lorsque vous revenez, on vous dit que si jamais vous remarquez à nouveau des symptômes d'épicondylite, votre rêve sera définitivement perdu. Le signaleriez-vous alors si cela réapparaissait? Je ne pense pas, et c'est très important à garder en mémoire, alors que cette histoire continue. Le 26 août 2009, le copilote a alors repris sa formation et un peu plus d'1 an plus tard, il a réussi cette partie théorique. Ce qui signifiait qu'il était temps de partir en Arizona, aux États-Unis, pour la partie pratique du pilotage. Et voici le prochain obstacle où cette saga aurait pu s'arrêter. Vous voyez, pour qu'il puisse voler aux États-Unis, il lui fallait également un certificat médical de la FAA. Pour demander ce certificat, vous devez compléter votre dossier médical.
L'une des questions de ce formulaire demandait s'il avait déjà souffert d'une maladie mentale, et à cela, le copilote aurait répondu non. Mentir sur un formulaire de demande de la FAA constitue une infraction fédérale qui pourrait, si elle est suffisamment grave, vous conduire en prison et vous empêcher définitivement de voler. Mais quelqu'un ici, soit à l'école de pilotage, soit ailleurs dans la chaîne qui a traité ces formulaires, a dû repérer et corriger cela. Ou quelqu'un le lui a signalé? Vous savez que son parcours était vérifiable et que cela l'a donc poussé à modifier ce formulaire. Encore une fois, cette information vient de l'extérieur du rapport final officiel, mais je pense qu'il est important de l'inclure. Et je veux également souligner une autre chose ici. Vous voyez, il serait apparemment très courant que des personnes mentent sur ces formulaires afin d'éviter de longs problèmes avec les autorités de délivrance des licences. Il existe un sentiment largement répandu parmi les pilotes en activité, les instructeurs et les élèves pilotes, que le fait d'être totalement honnête sur ces formulaires peut vous attirer de sérieux ennuis. Ou parfois, il faut passer par de nombreuses démarches administratives pour des raisons qui semblent totalement injustifiées. Donc pour éviter cela, les gens préfèrent simplement mentir, ce qui est un autre problème que nous devons vraiment résoudre en tant qu'industrie, car ce problème persiste encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, après la mise à jour du formulaire pour refléter son historique, la FAA a d'abord refusé de délivrer un certificat médical de classe 1. Ils ont demandé plus d'informations médicales. Après quelques échanges et la fourniture des documents, le certificat médical de classe 1 a été délivré. Et cela a permis au copilote de commencer sa formation pratique aux États-Unis. On peut encore débattre si cette malhonnêteté était un avertissement de la suite ou juste un conseil pour éviter des problèmes. Aux États-Unis, tout semblait s'être bien passé. Début 2011, le copilote est rentré en Allemagne, a poursuivi sa formation de pilote et travaillé comme membre d'équipage de cabine chez Lufthansa. Au cours des années suivantes, sa visite médicale de classe 1 a été renouvelée à plusieurs reprises sans aucun problème. Il se sentait bien et il n'y a pas eu de rechute dans la dépression. De septembre à décembre 2013, il a terminé sa qualification sur l'Airbus A320 avant d'être embauché pour sa formation en ligne. Avec Germanwings, il assurait des vols courts et moyens courriers dans toute l'Europe. Le 28 juillet 2014, le copilote a reçu son dernier certificat médical valable 1 an, avec toujours la même restriction indiquée dessus. Un mois plus tôt, il avait aussi réussi son contrôle sur simulateur, devenant officiellement copilote sur l'Airbus A320. Cela aurait dû être le premier grand moment de sa carrière. Mais au lieu de cela, il semble que ses problèmes précédents, avec la peur de l'échec et le fait de se fixer des objectifs irréalistes, aient commencé à refaire surface. Travailler comme pilote de ligne implique d'être constamment évalué via des contrôles en simulateur et en ligne. En tant que copilote, vous devez constamment progresser pour devenir commandant de bord dans quelques années. Donc, la pression est en fait toujours présente. Dans la population, environ 5% des hommes et 7% des femmes souffriront d'une forme de dépression au cours de leur vie. Cela varie évidemment en gravité et en forme, et il est aussi probable que ce soit largement sous-déclaré en raison de la stigmatisation qui est encore attachée. Mais nous savons aussi que la dépression se soigne, tout comme la plupart des maladies physiques. Donc, à mon avis, il n'y a aucune raison pour que ces maladies soient traitées de manière très différente. En aviation, les autorités classent les affections selon leur risque d'incapacité du pilote lors des phases critiques du vol. Et le consensus est qu'une affection ne peut pas être acceptée si elle augmente ce risque au-delà d'1% pour un pilote sur une année, ce qui est connu sous le nom de règle du 1%. Du fait de la difficulté à évaluer l'incapacité liée à une maladie mentale et du manque de données statistiques en raison des stigmates, les autorités ont souvent préféré l'excès de prudence dans ce domaine. Donc ne pas autoriser ces pilotes à voler ou leur imposer des restrictions très strictes. Mais c'est essentiellement comme faire l'autruche et prétendre qu'il ne pleut pas. Comme je l'ai déjà dit, statistiquement, environ 6% de la population connaîtra une forme de dépression au cours de sa vie, ce chiffre atteignant 12% si l'on prend en compte toutes les formes de troubles mentaux. Pensez-vous donc que les pilotes soient différents ? Non, bien sûr, nous ne le sommes pas. Cela implique qu'il doit exister des moyens pour que les pilotes puissent honnêtement signaler qu'ils ne se sentent pas bien, recevoir un traitement et ensuite avoir une voie claire pour retourner au poste de pilotage une fois qu'ils se sentent mieux, ou au moins un plan financier de secours, s'ils le souhaitent.
Mais ce copilote n'avait rien de tout cela. Lorsque les anciens symptômes familiers ont commencé à réapparaître, il savait que sa carrière serait probablement terminée s'il en informait les autorités de l'aviation. Il a donc probablement choisi de les cacher complètement au début et a simplement continué comme si de rien n'était. Aucun commandant de bord ayant volé avec lui durant cette période n'a signalé de signes de malaise. Il était également dans une relation stable. Il courait des semi-marathons pendant son temps libre et il prévoyait de fonder une famille. Mais ensuite, vers décembre 2014, il a soudainement commencé à avoir des problèmes de vue. Il a consulté des ophtalmologistes pour des étoiles, des halos et une vision double. Bien qu'il ait passé de nombreux examens, aucun médecin n'a jamais trouvé d'anomalie physique chez lui. Je dois aussi préciser ici que les problèmes de vision font partie des choses qui effraient le plus les pilotes avec les problèmes cardiaques. Ce sont des situations où nous savons que la marge avant de perdre notre certificat médical est très mince. Donc, ces problèmes de vision étaient probablement la manifestation psychosomatique de sa peur profonde de l'échec qui refaisait surface. Maintenant, les médecins ont rapidement commencé à s'en rendre compte, et un neurologue l'a même diagnostiqué comme souffrant de troubles hypocondriaques. Mais le copilote a d'abord rejeté toute insinuation d'une origine psychologique à ses symptômes. En fait, il a simplement interrompu le traitement dès que cela a été évoqué, ce qui, avec ce que nous savons aujourd'hui, paraît assez logique. Son médecin de famille, à cette époque, a même diagnostiqué une psychose émergente et l'a incité à se faire admettre dans une clinique psychiatrique. Mais le copilote a tout simplement ignoré cela. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que cela serait arrivé si cet homme n'avait pas associé un tel diagnostic à la fin de sa carrière et de ses rêves ? Rappelez-vous, il s'était déjà arrêté et avait suivi un traitement une première fois. Mais cette fois, c'était différent. Je précise aussi que Germanwings lui avait en réalité retiré sa licence. Une assurance qui serait déclenchée en cas de perte définitive de son aptitude médicale. Cette assurance couvrirait ses frais de formation, mais rien d'autre. Aucune couverture de ses moyens de subsistance sous quelque forme que ce soit, puisqu'il était encore en dessous du seuil des 35 ans, lorsque ce type de police pouvait être étendu pour inclure cela. Et lorsqu'il a demandé une assurance privée pour couvrir cette partie, elle a été refusée en raison de ses antécédents de dépression. Alors, vous voyez le problème ? Nous arrivons à la partie critique de cette histoire, où cette personne sombre encore plus dans le gouffre provoqué par la maladie mentale. Et par conséquent, il se peut qu'il n'ait plus été capable de prendre des décisions rationnelles ou logiques. Les réseaux de sécurité personnelle et la société auraient alors dû intervenir et prendre le relais. Mais malheureusement, cela aussi a malheureusement échoué. En janvier 2015, quelques mois avant le décollage prévu du vol 9525, la mère du copilote a contacté le même médecin qui l'avait déjà soigné et lui a demandé de l'aide. À ce stade, le copilote semblait admettre que les symptômes pouvaient avoir une origine psychologique plus profonde. Il s'est donc porté volontaire pour revoir ce médecin qui a vite constaté la rechute de sa dépression. Cela a ainsi déclenché la perte définitive de sa licence. Mais en Allemagne, pour que cela se produise, il faudrait que le sujet lui-même le signale aux autorités. Il existait cependant des lois permettant à un médecin de contacter les autorités s'il existait des risques évidents pour le bien-être de la personne ou celui d'autrui. Mais il existait également d'autres lois concernant le secret médical. Et en Allemagne, enfreindre ces lois pouvait conduire un médecin en prison. Dans tous les cas, le copilote a reçu à nouveau des médicaments psychiatriques, de la mirtazapine et du lorazépam, et suivant les instructions de son médecin, il a commencé à tenir un journal de pensée positive destiné à améliorer sa vision du monde. D'après ce journal, on voit qu'il souffrait également d'insomnie, qui semble s'être améliorée grâce au traitement, mais sa dépression générale, elle, ne s'est pas améliorée. Le rapport final n'entre pas dans les détails. Mais, selon d'autres sources, début mars, il avait commencé à faire des recherches sur Internet avec des expressions telles que « produire du monoxyde de carbone »,« boire de l'essence » et « quel poison tue sans douleur ». Le 10 mars, son médecin lui a alors diagnostiqué une possible psychose et a recommandé un traitement en hôpital psychiatrique, ce qu'il a immédiatement ignoré, mais il a accepté de poursuivre les antidépresseurs et les somnifères. 8 jours plus tard, un autre médecin lui a prescrit un arrêt maladie pour un trouble visuel persistant d'origine inconnue. Le copilote a utilisé plusieurs certificats médicaux pour justifier ses arrêts maladie durant cette période.
Mais il en a également ignoré beaucoup d'autres et a continué à voler. Et aucun de ces médecins n'a dit quelque chose, ni aux autorités, ni à son employeur. Et pourtant, certains savaient forcément son métier. Puis, le 20 mars, son idée suicidaire semble avoir pris une tournure vraiment sombre. Et à partir de ce moment-là, l'enquête montre qu'il a commencé à rechercher sur Internet des informations concernant le mécanisme de verrouillage de la porte de cockpit blindée de l'Airbus. 2 jours plus tard, il a griffonné Decision Sunday, ainsi que BCN, le code IATA de l'aéroport de Barcelone, sur un morceau de papier qui a ensuite été retrouvé dans une poubelle de son appartement. Sous cette en-tête, il avait également ajouté « Trouver la volonté intérieure de continuer à vivre, gérer le stress et l'insomnie, et me laisser aller. » Maintenant, je tiens vraiment à souligner ici que cela ne doit pas être considéré comme faisant partie d'une dépression normale, même avec des tendances suicidaires. Selon mes recherches, la plupart des personnes envisageant le suicide sont très empathiques et cherchent à épargner la souffrance aux autres. Le fait que cet homme envisage un meurtre de masse suivi d'un suicide indique qu'il se passait quelque chose de plus sombre ici. Peut-être était-il en colère contre son employeur ou l'État pour une raison, ou voulait-il juste que son nom soit retenu? Nous ne le saurons jamais. Mais je pense qu'il est important de souligner qu'il n'y a rien qui puisse justifier sa façon de penser ici, ni la manière dont cela s'est poursuivi. Le lendemain, il était de garde et il a été demandé à effectuer un aller-retour entre Düsseldorf et Berlin. Et le commandant de bord qui a volé avec lui ce jour-là a déclaré qu'il lui semblait parfaitement bien. Il ne semblait y avoir aucun signe extérieur des démons avec lesquels il luttait manifestement, ni des médicaments qu'il prenait pour y faire face. En rentrant ce soir-là, il a fait des courses avec sa petite amie pour la semaine. Et elle a ensuite témoigné qu'elle n'avait rien remarqué de particulier chez lui. Quoi qu'il en soit, il est allé se coucher pour se lever tôt avant son vol pour Barcelone le 24 mars 2015. Et cela nous ramène à cet Airbus en descente au-dessus des Pyrénées lors de son approche initiale vers Barcelone. Je n'ai pas beaucoup de détails sur le reste de ce premier vol, mais nous savons que l'avion a finalement atterri sur la piste, 07 gauche, puis il a roulé vers sa place au terminal 2. Une fois sur place, tous les passagers arrivants ont débarqué normalement, sans se douter à quel point ils avaient eu de la chance. L'équipage de cabine a ensuite commencé à nettoyer la cabine et à effectuer ses vérifications de sécurité pendant que le commandant de bord faisait sa visite pré-vol. Le copilote a commencé à préparer le vol retour, Germanwings 9525 pour Düsseldorf. Et sur ce trajet, il allait être le pilote en fonction. À l'intérieur du terminal, les 144 passagers en partance faisaient maintenant la queue pour embarquer. Toute une classe d'adolescents qui avaient participé à un échange scolaire avec une classe à Barcelone, une célèbre chanteuse d'opéra et son mari, des mamans, des papas, des tout-petits, ainsi que le mari d'une amie de ma femme. Tous excités par le voyage à venir, chacun pour des raisons différentes. Et ça me brise vraiment le cœur, rien que d'y penser. C'étaient des personnes totalement innocentes, prises dans ce qui allait bientôt devenir un véritable cauchemar. Quoi qu'il en soit. À un moment donné, pendant le débarquement, l'un des agents de cabine a informé le commandant de bord du problème avec les toilettes arrière. Apparemment, elles ne se vidaient pas, alors le commandant de bord a appelé le centre de contrôle de maintenance de Germanwings et a demandé des conseils. Ils lui ont dit d'essayer de réarmer le disjoncteur, mais pour cela, il devait attendre que tous les passagers soient sortis afin de pouvoir retourner à l'arrière de l'avion et suivre leurs instructions. Cette mésaventure a considérablement ralenti le processus d'embarquement suivant, si bien que lorsque l'avion a finalement quitté la porte d'embarquement, il avait 26 minutes de retard. Mais d'après l'enregistreur de voix du cockpit, l'ambiance dans le poste de pilotage semblait toujours tout à fait normale, avec tous les contrôles et procédures standards respectés. Ainsi, à 9h UTC, soit 10h locales, l'Airbus A320 rutilant âgé de 24 ans a décollé de la piste 07 droite de Barcelone et a commencé à monter vers le nord-est, au-dessus de la Méditerranée. Le temps étant magnifique, le copilote a piloté manuellement 3 minutes avant d'activer le pilote automatique. En montée et en mode nav, le commandant s'occupait des communications radio, au cours desquelles ils ont reçu des autorisations de montée progressive pendant les minutes suivantes. Et à 9h12 minutes et 15 secondes, le buzzer dans le cockpit a retenti, indiquant que quelqu'un voulait entrer. Le commandant de bord a vérifié son écran pour voir de qui il s'agissait, et lorsqu'il a vu que c'était un membre de l'équipage, il a utilisé le bouton d'accès sur le piédestal central pour déverrouiller la porte et laisser entrer le personnel navigant commercial.
Au cours des minutes suivantes, le commandant de bord et le personnel navigant commercial ont discuté du retard et probablement de la manière dont ils allaient le signaler. Les compagnies aériennes surveillent attentivement les causes des retards pour identifier des schémas et les réduire. L'équipage se concerte souvent avant de remplir les codes de retard pour s'assurer de leur accord sur la raison. Lors de cette conversation, le commandant a aussi dit avoir été trop occupé pour aller aux toilettes durant l'escale. C'est assez fréquent lors des escales court-courrier quand les équipages tentent de limiter les retards. Il a donc annoncé au personnel navigant commercial qu'il reviendrait bientôt. Quand le copilote a entendu cela, il est intervenu et a dit que le commandant de bord pouvait y aller quand il le voulait. Mais le commandant de bord a préféré attendre que l'avion soit d'abord en croisière en toute sécurité, ce qui est tout à fait logique. Peu après cette discussion, le personnel navigant a quitté le cockpit et les pilotes ont discuté de l'enregistrement du retard. Peu après, ils ont aussi été autorisés à monter à 38 000 pieds, altitude atteinte à 9h27 minutes et 20 secondes. À ce moment, ils communiquaient avec le contrôleur aérien de Marseille en route sur 133,330, puis 2 minutes plus tard ont été transférés au contrôleur suivant sur 127,180. Le commandant a accusé réception, changé de fréquence et contacté le nouveau contrôleur, qui a répondu par une phrase standard. « Bonjour, Germanwings 1-8 Golf procédait directement vers Irmar, qui était un point de cheminement air-nav situé plus loin sur leur route prévue. » Direct Irmar, merci Germanwings 1-8 Golf. Le commandant de bord a répondu, ce qui fut le dernier message radio entendu du vol 9525. Le commandant de bord informa alors le copilote qu'il avait l'intention de retourner aux toilettes, puis il lui confia la radio. Il lui demanda également de commencer à préparer le briefing de descente pendant son absence, car même si ce vol durait près de 90 minutes, les contrôleurs aériens commencent souvent à faire descendre les vols un peu plus tôt lorsqu'ils arrivent de cette direction, afin de les intégrer dans l'espace aérien allemand très fréquenté. Suite à cette instruction, le copilote aurait rétrospectivement répondu par une phrase inquiétante. « Espérons-le. Nous verrons. Maintenant, je dis apparemment, car la transcription de l'enregistreur de voix du cockpit n'a jamais été publiée. Donc, la raison pour laquelle nous connaissons certains détails de ce qui a réellement été dit, c'est grâce à diverses sources qui ont été autorisées à assister à l'écoute du CVR, y compris quelques journalistes et des familles de passagers. Alors que le commandant reculait son siège pour sortir, l'avion a lentement viré vers Irmar. Comme demandé, et à 9h30 et 24 secondes, on a pu entendre des bruits de la porte du cockpit qui s'ouvre, puis enfin la porte qui se referme avec un déclic mécanique. Le copilote se retrouvait à nouveau seul dans le cockpit, cette fois avec les Alpes qui s'étendèrent devant lui. Avant de continuer, nous devons parler un peu de la porte du cockpit. Elle séparait désormais le copilote des 149 autres personnes à bord. Après les horribles attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, l'industrie a alors convenu qu'il fallait installer une barrière plus solide pour protéger le cockpit contre d'éventuelles utilisations malveillantes d'avions commerciaux. Avant, les détournements d'avions étaient parfois violents et mortels, mais jamais à l'échelle révélée par ces attentats terroristes. Il fallait donc agir. Je ne pourrais pas détailler ici la sécurité du poste de pilotage ni les procédures de l'équipage qui varient selon les compagnies aériennes. Je peux vous dire ce qui est disponible et décrit dans le rapport final. La porte de sécurité installée sur cet Airbus A320 était fabriquée selon une structure composite de type sandwich, constituée de feuilles pré-imprégnées recouvrant un noyau en nid d'abeille. La couche extérieure était conçue pour assurer la résistance aux balles. Et il va sans dire que cette porte a été spécialement conçue pour empêcher l'accès au cockpit. Elle s'ouvrait vers l'intérieur du cockpit, puis restait verrouillée en vol par une serrure électrique. Mais évidemment, il existait toujours des situations où quelqu'un pouvait avoir besoin d'entrer dans le cockpit pendant le vol. Pour permettre cela, il y avait également un clavier à 12 touches à l'extérieur de la porte qui pouvait être utilisé pour entrer différents codes selon la situation. Normalement, il y avait un code d'accès qui pouvait être saisi pour informer le pilote que quelqu'un souhaitait entrer. Un peu comme une sonnette, et lorsqu'il était utilisé, cela activait alors un signal sonore dans le poste de pilotage pendant 1 seconde. En cas de besoin, le pilote de l'Airbus A320 devait vérifier un écran latéral activant 2 caméras extérieures pour identifier la personne voulant entrer et la situation.
Si les pilotes décidaient alors d'autoriser cette personne à entrer, il y avait un interrupteur à bascule sur la console centrale où les pilotes pouvaient choisir soit de déverrouiller, soit de verrouiller la porte. Pour la déverrouiller, l'interrupteur devait être maintenu en position déverrouillée, ce qui allumait une petite diode verte à l'extérieur indiquant que la porte était désormais déverrouillée. Et si l'interrupteur était ensuite relâché en position normale, la porte se verrouillait automatiquement à nouveau. Mais, et c'est important, si les pilotes estimaient qu'il y avait une menace à l'extérieur, eh bien, ils pouvaient aussi choisir de verrouiller la porte. S'ils faisaient cela, une diode rouge s'allumerait sur le panneau pour indiquer que la porte resterait fermée. Et cette action désactiverait également le clavier du panneau pendant 5 minutes. Cependant, les pilotes pouvaient toujours déverrouiller manuellement la porte via l'interrupteur si le verrouillage avait été activé par erreur. Il existait aussi un code d'urgence à saisir si une incapacité du pilote était suspectée, et son utilisation entraînerait un avertisseur sonore en continu pendant 15 secondes à l'intérieur du poste de pilotage. Ensuite, s'il n'y avait aucune réponse des pilotes à l'intérieur, à la fin de ces 15 secondes, la porte se déverrouillerait automatiquement. Encore une fois, il est important de préciser que le pilote pouvait interrompre cette séquence en remettant l'interrupteur sur verrouillé. Si cela arrivait, la même chose se passerait dehors, comme je l'ai dit, et la porte resterait verrouillée. Toute l'idée de cette porte était de laisser le dernier mot sur qui pouvait entrer dans le poste de pilotage au pilote à l'intérieur. Et ce système a évidemment été conçu en pensant explicitement que toutes les principales menaces viendraient de l'extérieur et non de l'intérieur. Maintenant, lors de l'installation de ces portes, de nombreuses compagnies ont constaté la faiblesse du système et imposé la présence d'au moins 2 personnes qualifiées dans le cockpit. En cas d'absence temporaire d'un pilote, un membre d'équipage qualifié prenait place sur le strapontin, la porte restant verrouillée jusqu'au retour du pilote. En réalité, il s'agissait davantage d'une mesure contre l'incapacité d'un pilote que d'une barrière contre les personnes mal intentionnées dans le poste de pilotage. Cela visait surtout à assurer une assistance plus rapide si le pilote restant tombait malade. Mais toutes les compagnies aériennes n'ont pas adopté cette règle. Certaines d'entre elles considéraient qu'il y avait un risque de sécurité plus important à permettre à plus de personnes d'accéder au poste de pilotage, tandis que d'autres n'en voyaient tout simplement pas l'intérêt, et Germanwings faisait partie de celles-là. Donc, avec cela en tête, revenons maintenant au poste de pilotage du vol 9525, où le véritable cauchemar était sur le point de commencer. Seulement une vingtaine de secondes après que le commandant de bord ait quitté le poste de pilotage, l'altitude sélectionnée sur le panneau de contrôle de mode a de nouveau été modifiée, cette fois-ci abaissée à 100 pieds. Et immédiatement après cela, l'avion est passé du maintien de son altitude de croisière à un mode de pilote automatique appelé descente ouverte, dans lequel les moteurs réduisent la poussée au ralenti et le pilote automatique cabre l'avion vers le bas autant que nécessaire pour maintenir la vitesse commandée. Cela signifiait que l'avion a immédiatement quitté le niveau de vol 380 et a commencé à descendre vers sa nouvelle cible commandée. Le commandant de bord l'aurait sûrement remarqué depuis les toilettes, car le bruit des moteurs et l'assiette de l'avion auraient nettement changé. Et j'imagine qu'il a probablement trouvé cela étrange, mais pas anormal, puisque nous sommes parfois amenés à modifier notre altitude de croisière afin de faciliter la circulation du trafic. 44 secondes plus tard, l'enregistreur de voix du cockpit a également capté le bruit d'un siège de pilote en mouvement, ce qui indique que le copilote était clairement encore actif à ce moment-là, donc il n'était pas inapte. L'avion a ensuite continué à descendre, d'abord sans que personne au contrôle aérien ne semble le remarquer, mais cela allait bientôt changer. Maintenant, cet avion possédait un transpondeur mode S, transmettant non seulement sa position et son altitude, mais aussi certaines sélections du panneau de contrôle du pilote automatique, afin d'augmenter la conscience de la situation des contrôleurs. Cela aurait inclus l'altitude sélectionnée, mais le matériel utilisé à l'époque par les contrôleurs de Marseille n'avait pas encore été mis à niveau. Pour recevoir cette information, à 9h33 et 12 secondes, la gestion de la vitesse est alors passée du mode géré au mode sélectionné, ce qui signifie qu'au lieu d'utiliser la vitesse recommandée par le système de gestion de vol de l'avion, elle est désormais passée à celle qui avait été sélectionnée, sur le panneau de contrôle de mode. Ainsi, le copilote était maintenant en train d'entrer activement des données sur ce panneau. Il a commencé par augmenter la vitesse de 273 à 308 nœuds. Et l'effet de cela a été que l'avion a alors baissé son nez afin d'augmenter la vitesse. Cela signifiait que la vitesse verticale est passée de 1700 à 5000 pieds par minute,
puis s'est stabilisé à environ 3500 pieds par minute après avoir atteint la nouvelle cible. Il est important de le souligner, car cela prouve que le copilote était actif et bien éveillé à ce moment. Et aussi que ces vitesses sont loin d'être celles que nous utilisons normalement pour une descente d'urgence, par exemple, donc cela ne ressemblait en rien à une réaction d'urgence. En plus de cela, il n'y avait aucune indication sur l'enregistreur de données de vol de changement de pressurisation anormaux et le masque à oxygène dans le cockpit n'a pas été activé, donc toute forme d'hypoxie peut également être écartée. Pendant tout ce temps, la respiration régulière du copilote était audible sur l'enregistreur du cockpit, confirmant qu'il s'agissait bien de la sienne. Elle a été comparée au même son quand le commandant de bord était encore dans le cockpit et parlait. 30 secondes après la sélection de cette vitesse plus élevée, celle-ci a été réduite à 288 nœuds, entraînant une légère baisse de la vitesse verticale. Et après cela, la vitesse a ensuite été modifiée à nouveau 6 fois, jusqu'à ce qu'elle se stabilise finalement à 302 nœuds et y reste pendant un certain temps. Maintenant, il est difficile de savoir pourquoi le copilote agissait ainsi. Il hésitait peut-être sur sa terrible décision ou cherchait à dissimuler ses intentions à l'enquête. Nous ne le saurons sans doute jamais, mais je pense qu'on peut affirmer avec certitude que, dès le moment où cet avion a entamé sa descente, il était probablement déterminé à aller jusqu'au bout de son plan monstrueux. Et ensuite, à chaque seconde où l'avion continuait de s'écarter de son altitude autorisée, la peur des conséquences de ce qu'il avait déjà fait aurait probablement renforcé cette détermination. Donc, dans son esprit, il n'y avait sans doute plus de retour en arrière possible. Beaucoup de personnes se sont demandé comment quelqu'un pouvait prendre une telle décision. Choisir de mettre fin à sa vie et à celle de 149 autres, détruisant ainsi de nombreuses vies liées. Et évidemment, il n'y a pas de réponse à cela. À 9h33 et 47 secondes, le contrôleur de Marseille avait remarqué que l'avion déviait fortement de son niveau autorisé. Il a donc appelé le vol, demandant à quel niveau de croisière ils avaient été autorisés. Maintenant, c'est une phrase typique utilisée lorsque le contrôleur sait qu'une erreur a été commise, mais qu'il pense encore qu'il pourrait simplement s'agir d'une erreur ou d'un malentendu. Peut-être que l'équipage avait confondu une autorisation de descente destinée à un autre vol avec la leur ou quelque chose comme ça. Mais il n'y eut aucune réponse de la part du vol 9525. À ce moment-là, il était déjà descendu sous 30 000 pieds en suivant sa route vers Irmar, mais désormais à plus de 8 000 pieds sous son niveau autorisé. Au cours des 30 secondes suivantes, le contrôleur aérien tenta de contacter l'appareil à 2 reprises, mais toujours sans obtenir de réponse. Germanwings Unhuit Golf, veuillez répondre. Germanwings Unhuit Golf. Ici le contrôle de Marseille, répondez s'il vous plaît. Au lieu de cela, la vitesse dans le cockpit a de nouveau augmenté, cette fois à 323 nœuds, ce qui signifiait que le nez de l'avion s'est de nouveau abaissé. Le commandant de bord avait fini aux toilettes et devait être très curieux de la situation dans son cockpit. Comme je l'ai dit précédemment, il aurait certainement remarqué la descente, ainsi que les différents changements d'assiette. Mais pour avoir moi-même été dans cette situation exacte, il n'aurait probablement pas été très inquiet à ce stade. Il devait sûrement y avoir une explication logique. Il a donc maintenant saisi le code d'accès sur le clavier de la porte, ce qui a activé le buzzer d'1 seconde à l'intérieur du cockpit. Au lieu de passer tout de suite l'interrupteur sur déverrouillage, le copilote l'a mis sur verrouillage, coupant le buzzer et désactivant le clavier pendant les 5 minutes suivantes, ce qui aurait également affiché une diode rouge allumée au commandant de bord qui attendait à l'extérieur. C'est alors qu'un froid aurait saisi le commandant de bord pour la première fois. Quiconque connaissait ce système aurait compris la signification de cette diode rouge, mais il restait une chance que ce soit une simple erreur. Et je pense qu'il croyait probablement cela. À l'intérieur du cockpit, les appels du contrôleur aérien pouvaient encore être entendus alors qu'il essayait de joindre le vol encore et encore, mais sans obtenir de réponse. Alors que l'avion descendait à 25 500 pieds, le contrôleur aérien a aussi appelé sur leur ancienne fréquence, espérant qu'il s'y était reconnecté par erreur. La vitesse sélectionnée sur le FCU a alors été portée à 350 nœuds, la vitesse maximale pouvant être sélectionnée, correspondant également à la vitesse indiquée maximale autorisée de l'avion.
Le nez de l'avion s'est donc encore davantage abaissé et à cette vitesse, le bruit du vent devient très perceptible, ce que le commandant de bord à l'extérieur aurait probablement remarqué, tout comme le fait que les contreforts des Alpes se rapprochaient de plus en plus à l'extérieur des hublots. À ce moment, une sonnerie a retenti, signalant que le commandant voulait contacter le cockpit par l'interphone. Puisqu'il s'agissait désormais du seul moyen d'envoyer un signal sonore à l'intérieur, cela a également été accompagné de coups très forts frappés à la porte. Mais à l'intérieur du cockpit, la seule chose que l'on pouvait entendre était la respiration régulière du copilote et le bruit de l'air qui passait. Le pilote automatique est resté activé et la vitesse s'est stabilisée à environ 345 nœuds, pendant que le contrôleur de Marseille essayait de contacter le vol sur la fréquence d'urgence internationale 121,5 et leur fréquence assignée à plusieurs reprises, mais toujours sans réponse. Dans cette zone, la défense aérienne française a aussi été informée de la présence de l'avion hors de contrôle et préparait un chasseur pour l'intercepter. Mais à ce stade, il était déjà trop tard. La partie sud-ouest des Alpes françaises grossissait de plus en plus. Sur le pare-brise et à l'extérieur du cockpit, les coups avaient maintenant laissé place à des frappes violentes et à des cris. Selon les sources, à 9h37 minutes et 13 secondes, le commandant de bord supplia « Pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte !» accompagné d'autres voix étouffées, de voix et de cris en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, les coups sur la porte cédèrent la place à des frappes violentes, le commandant de bord ayant apparemment trouvé un objet dur pour tenter de forcer la porte. Et il essayait maintenant désespérément de l'utiliser afin d'accéder à son cockpit. Mais la porte a fait ce pourquoi elle avait été conçue et a résisté. Je ne peux pas imaginer une situation pire que celle-ci. Autant pour le commandant qui faisait tout pour tenter de sauver cette situation horrible. Et pour tous les pauvres passagers innocents qui, à ce moment-là, auraient certainement compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon seul espoir est que cette prise de conscience ait été limitée aux passagers à l'avant de l'appareil. Mais nous ne le saurons évidemment jamais. Au cours des 30 dernières secondes du vol, de légères actions sur le manche à balai du copilote ont été enregistrées par l'enregistreur de données de vol. Elles n'étaient pas assez importantes pour couper le pilote automatique. Un autre avion pouvait maintenant être entendu à la radio, essayant de contacter le vol, mais sans obtenir de réponse. À 9h40 et 41 secondes, le GPWS, le système d'alerte de proximité du sol, s'est activé et a lancé des alertes. Terrain, redressez, redressez. Et cela a continué jusqu'à la fin de l'enregistrement. La dernière chose survenue fut l'activation d'une alerte principale de précaution. Et ensuite, à 9h41 minutes et 6 secondes, le vol Germanwings 9525 s'est écrasé contre une falaise à environ 5000 pieds, tuant tous les occupants sur le coup. Quand l'avion a disparu des radars dans les montagnes, les contrôleurs français ont sûrement compris ce qui s'était passé, même s'ils refusaient d'y croire au début. L'avion de chasse dépêché était déjà en route et a rapidement identifié les débris encore fumants de l'appareil, disséminés sur le flanc escarpé de la montagne. Cela s'est produit dès 11h01, moins de 20 minutes après le crash, et l'enquête a donc commencé immédiatement. L'équipe de récupération s'est rapidement mise au travail sans relâche, fouillant les restes éprouvants de l'appareil dans les ravins autour du site de l'impact. Par hasard, un ouvrier a marché sur l'enregistreur vocal du cockpit, parmi des millions de pièces dans le champ de débris. Seulement quelques heures après l'accident, le CVR a été immédiatement acheminé au siège du BEA à Paris, où le module mémoire s'est avéré intact. Donc, le déroulement de cette histoire horrible que je viens de vous expliquer a été en grande partie clarifié pour les enquêteurs dès le tout début, évidemment. Plusieurs recommandations ont ensuite été ajoutées, et le BEA a clairement indiqué que toutes ces recommandations devaient être mises en œuvre ensemble. Car sélectionner certaines recommandations parmi elles pourrait en réalité produire l'effet inverse de celui recherché. Ces recommandations incluaient un meilleur suivi des pilotes avec antécédents de troubles mentaux lors du renouvellement, précisant qu'une évaluation psychiatrique pourrait être requise. Ce que les compagnies aériennes devraient intégrer à leur gestion de la sécurité, des moyens d'atténuer les risques socio-économiques liés à une perte de licence pour raison médicale. Le point principal était le fort soutien à la mise en place et à l'utilisation de programmes solides de soutien entre pairs.
où les pilotes en difficulté peuvent se trouver un refuge sûr pour demander de l'aide et recevoir un soutien solide sans être stigmatisés. Je sais que certains d'entre vous ressentiront cela après avoir vu cette vidéo. Je ne veux pas de pilotes ayant des problèmes mentaux dans mon cockpit. Assurez-vous que cela n'arrive pas, mais j'ai besoin que tout le monde comprenne bien que ajouter des mesures encore plus draconiennes que celles que nous avons déjà pour écarter les personnes souffrant de formes légères de dépression ou similaires ne fera qu'encourager ces problèmes à rester cachés et à être encore plus dissimulés. Cela ne résoudra pas la cause profonde et risque donc d'aggraver encore le problème. Je peux dire avec presque une certitude absolue qu'il y a actuellement des pilotes dépressifs qui volent et qu'ils ne sentent pas qu'ils peuvent faire confiance au système pour les aider. Nous devons donc, en tant qu'industrie, réaliser que même les pilotes initialement les plus aptes peuvent traverser des épisodes de maladie mentale comme tout le monde. Et lorsque cela se produit, ils doivent sentir que l'industrie les soutient. Ils peuvent s'éloigner du pilotage, se rétablir, puis avoir une voie réaliste pour revenir. Mais aussi, si quelque chose de très grave devait être identifié, comme c'était clairement le cas ici, ces symptômes doivent être identifiés rapidement et le pilote doit bénéficier d'un soutien financier pour compenser la perte de revenus, comme c'est le cas dans certains secteurs de l'industrie nucléaire. Donc, en résumé, amener les pilotes à s'auto-déclarer avec précision est la seule façon d'améliorer ce problème, et le système actuel n'est pas encore totalement fiable à 100%, conçu pour permettre cela. Donc, améliorer cela et instaurer la confiance dans un processus équitable est absolument crucial pour éviter que des tragédies comme celle-ci ne se reproduisent. Et si vous sentez que vous avez des difficultés sur le plan mental, je mettrai des liens vers des ressources utiles dans la description ci-dessous. Enfin, à tous mes amis pilotes qui m'écoutent, n'hésitez pas à utiliser pleinement le programme de soutien entre pairs de votre compagnie ou des programmes internationaux comme Project Wingman ou à parler à un collègue si vous en ressentez le besoin. Ils sont là pour vous aider et, d'après ce que j'entends, ils excellent vraiment dans leur domaine. C'était l'une des vidéos les plus difficiles que j'ai faites. Et j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre quelque chose qui, au fond, est presque impossible à saisir. Si c'est le cas, et que vous souhaitez soutenir mon équipe et moi-même dans notre quête pour rendre l'aviation plus sûre pour tous, alors veuillez utiliser ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com/join/montourpilot et inscrivez-vous. Cela nous aide vraiment. Je suis Peter Hornfelt. Vous regardez Mentour Pilot. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir, au revoir.